Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. La situation linguistique. Introduction. La plus importante communauté francophone de l'Amérique du Nord est regroupée au Québec. Pourtant, elle est largement minoritaire puisqu'elle ne représente qu'à peine 25% de la totalité de la population canadienne. En effet, le Canada peut présenter le français comme langue dominante ou dominée selon les facteurs pris en compte. Cette ambiguïté n'est que la première d'une longue liste parmi les caractéristiques de cette communauté linguistique. Une mise en contexte s'avère d'autant plus nécessaire que le français au Québec est lié à un environnement aux caractéristiques nord-américaines, tout en étant indissociable aux zones francophones périphériques. Les observations sur la société québécoise suscitent beaucoup de réactions, mais elle est trop souvent cible de généralisation. Ainsi, les Québécois seraient tous bilingues, ou encore ils parleraient davantage l'anglais que le français. Il est vrai que l'anglais symbolise à la fois un attrait et une menace pour le français au Québec. Acquérir la maîtrise de cette langue est souvent un atout, par exemple pour le francophone montréalais à la recherche d'un emploi. En contrepartie, ce critère d'embauche est également signe de la perte progressive du pouvoir francophone. Le français est réellement au centre de nombreuses influences dans sa variété québécoise, d'où les polémiques qui y sont liées. Les faits et les chiffres, quant à eux, sont rarement équivoques. Les enquêtes de terrain ont pris fin en juin 2002. L'ensemble des faits contextuels présente donc la réalité démographique, politique et culturelle du français au Québec, telle qu'observée avant cette période. D'où 3 chapitres exposant les diverses données au sein desquelles cette langue évolue. Sauf indication contraire, toutes les statistiques proviennent des 3 principales sources suivantes: Statistique Canada, l'Office de la langue française et le Centre interdisciplinaire de recherche sur les activités langagières. Chapitre 1. Langue et population. 1. Le français, langue maternelle. La vie des locuteurs et celle de la langue étant indissociable, il est essentiel de présenter diverses données démographiques. D'abord, divers aspects démolinguistiques seront traités, puis les caractéristiques du français en tant que deuxième langue et finalement ceux du français en tant que langue étrangère. Ce sont précisément des données statistiques qui permettront d'établir le profil linguistique des Québécois. Une première comparaison entre les pourcentages de la population de langue maternelle française pour l'ensemble du Canada et ceux pour le Québec permet de comprendre la double position de cette communauté en tant que minoritaire et majoritaire. Ces données ont été obtenues à partir de cartes démographiques et linguistiques, consultables sur le site de Ressources naturelles Canada. Lorsque l'on aborde la question de la langue maternelle au Québec, il est également question de méthodes de classification en groupes linguistiques, des types d'usage de la langue et de la vitalité de la communauté linguistique. 1.1. Les groupes linguistiques. Les principales communautés linguistiques du Québec peuvent être divisées en fonction de la variable langue maternelle, telle qu'opérée par les recensements démographiques de l'organisme Statistique Canada. Premièrement, les Québécois de langue maternelle française représentent une forte majorité, soit environ 82% de francophones. Cependant, la proportion de francophones au sein de la population totale n'a pas connu de variation signifiante au cours des dernières décennies. D'ailleurs, le pourcentage de ce premier groupe linguistique a cessé d'orienter dans la région métropolitaine de Montréal depuis 1986. Une certaine stabilité est également valable pour la population anglophone, qui est principalement concentrée dans la métropole de Montréal. Toutefois, ce deuxième groupe linguistique ne représente qu'environ 9% de la population du Québec. À l'inverse des 2 premiers groupes, le pourcentage des allophones est en constante hausse depuis 1951. Il faut tout de même tenir compte de l'hétérogénéité de ce groupe. De par sa définition, il regroupe les populations autochtones et immigrantes qui ont toutes deux une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Or, les autochtones ne représentent que 1% de la population québécoise. Par conséquent, les caractéristiques du groupe des allophones reflètent surtout celles des immigrants. Les allophones forment ainsi une entité composite constituée de plus d'une trentaine de nationalités. Les premières langues maternelles représentées au Québec sont en ordre décroissant:
l'italien, l'espagnol, l'arabe, le grec, le chinois et le portugais. Pour l'ensemble du Québec, les allophones forment environ 11% de la population. Une proportion certes minoritaire face aux francophones, mais il faut prendre en compte leur répartition sur le territoire. La quasi-totalité des immigrants québécois se concentre dans la grande région de Montréal, où près de 93% d'entre eux s'y installent. Enfin, une minorité de 2,16% des Québécois peut former un quatrième groupe linguistique au profil bilingue. Ici, il est question de divers types de bilinguisme, non uniquement le bilinguisme français-anglais. Bien qu'en nombre croissant, cette population est souvent assimilée à l'un des trois autres groupes en fonction des différents critères de catégorisation. Néanmoins, le taux des bilingues français-anglais augmente en fonction de l'intérêt pragmatique de l'anglais. Cette nécessité influence inévitablement la part du français en tant que langue d'usage et langue de travail. Dans la réalité, quelle est la limite de la domination de la langue française ? 1.2. Le quotidien. Le français, langue maternelle de la plupart des Québécois, est également la langue d'usage la plus fréquente dans la province. En effet, le français est la langue parlée à la maison par environ 83% de sa population. Cependant, des études sur l'évolution des pourcentages de la population selon la langue parlée à la maison ne prévoient pas le maintien de cette majorité francophone dans toutes les autres régions. Selon les estimations, les francophones devraient être minoritaires dans l'île de Montréal à partir de 2011. La réalité montréalaise révèle effectivement une baisse sensible depuis plusieurs décennies. La proportion de francophones est passée de 61,5% en 1971 à 52,8% en 1996. Les allophones, quant à eux, dépassent actuellement les anglophones, soit 29% des Montréalais. Une évolution que les études prévoient d'ailleurs pour l'ensemble de la province. Aujourd'hui, la langue française prime néanmoins sur l'anglais dans la vie privée de la majorité des Québécois. La stabilité du nombre de locuteurs du français, langue maternelle à 80%, paraît toutefois hypothétique. L'évolution démographique n'est pas le seul facteur qui provoque cette remise en cause. Il y a également le contact inévitable et quotidien avec l'anglais, d'où les notions de diglossie et d'interférence. Les deux langues sont sujettes à des variations linguistiques. Toutefois, dans ce contexte, le français présente les modifications les plus visibles et les plus nombreuses. Par ailleurs, le nombre croissant d'allophones et de polyglottes introduit l'idée du multilinguisme. Il est certain que les immigrants allophones doivent apprendre au moins l'une des deux langues principales afin de s'intégrer à leur nouvelle société. Si le choix se fait plus souvent en faveur de l'anglais, la position dominante de la langue française se trouverait alors compromise. Il faut toutefois relativiser l'impact du contact avec l'anglais et l'augmentation du nombre d'allophones, deux facteurs qui représentent surtout des sources d'influence quant à la variété du français au Québec. Bien qu'ils puissent modifier la langue dans sa forme, ils ne mettent pas en danger l'existence même de la langue. De plus, la proximité géographique avec des communautés anglophones ainsi que le nombre croissant d'immigrants allophones peuvent favoriser la diversification et l'enrichissement des populations concernées. Un autre aspect démographique est davantage inquiétant. 1.3. Le renouvellement des générations. Si la vitalité d'une langue vivante dépend avant tout du nombre de ses locuteurs, le français au Québec doit faire face à un problème critique puisque l'ensemble du Québec connaît une crise démographique. Le plus préoccupant pour les démographes porte donc sur l'aspect quantitatif de la population. Au Canada, 90% des francophones sont concentrés au Québec, c'est dire si la survie des francophones n'est pas intrinsèquement liée à celle des habitants du Québec. Ces derniers représentent moins d'un quart de la population du Canada, soit 7 138 795 locuteurs sur un total de 28 846 761. Cette proportion évolue en défaveur des Québécois dont le taux de natalité est aujourd'hui l'un des plus faibles en Occident. Le poids démographique des francophones canadiens se voit ainsi limité de deux manières principales. Géographiquement autour du Québec et numériquement, par rapport au déficit du renouvellement des générations. Des limites politiques et financières sont alors engendrées, amplifiant ainsi la fragilité de la situation du français au Québec. Dans une certaine mesure,
le nombre croissant de locuteurs anglophones ou allophones à l'intérieur de la province restreint le pouvoir des locuteurs francophones. Toutefois, tous les groupes linguistiques du Québec présentent un indice de fécondité inférieur au seuil de renouvellement des générations, 2,1. C'est véritablement l'ensemble des Québécois qui est concerné. Le seuil minimal requis de renouvellement des populations est donc de 2,1. Or, depuis les années 70, l'indice synthétique de fécondité des francophones et des anglophones est seulement de 1,5. Chez les allophones, l'indice est légèrement supérieur, soit 1,8, mais il reste également en deçà du seuil de renouvellement des générations. À titre de comparaison, l'indice était d'environ 4,2 de 1956 à 1961 au Québec. Le problème touche particulièrement les francophones pour qui la situation devient alarmante, notamment à Montréal où le poids démographique et économique des allophones ne cesse de croître. La chute du nombre de locuteurs français paraît également préoccupante étant donné l'isolement de cette communauté en Amérique du Nord. L'accueil constant d'un nombre élevé d'immigrants vise notamment à combler cette faiblesse démographique. L'intégration des nouveaux arrivants se fait cependant de manière inégale. La répartition géographique déséquilibrée ainsi que les choix linguistiques agissent souvent au profit de la communauté anglophone. La domination de la langue française au Québec se trouve désormais nuancée. Outre le problème de la dénatalité des francophones, la première langue maternelle du Québec subit la concurrence sévère de l'anglais. Les exigences professionnelles octroient souvent la primauté à l'anglais, par conséquent, le français y figure surtout comme langue seconde. 2. Le français langue seconde. La tendance à la hausse du bilinguisme au Québec concerne surtout le français et l'anglais. Ce phénomène n'a cependant pas lieu dans toutes les classes sociales. Voyons d'abord qui est concerné et dans quel contexte. Quelles en sont les principales motivations? Puis, dans le rapport de domination entre les deux langues, comment se font les transferts linguistiques? 2.1. Le bilinguisme, qui est quand? Presque 40% des Québécois se disent bilingues français-anglais. Parmi eux, une part importante appartient à la population active. La concentration des bilingues dans l'île de Montréal en est la parfaite illustration. En effet, 60% des francophones de Montréal se disent bilingues contre seulement 36% en dehors de la métropole. Néanmoins, le nombre de bilingues est clairement à la hausse puisqu'en 5 ans, ce pourcentage a augmenté de 5 points. Une évolution qui n'est pas surprenante étant donné l'éminence de l'anglais dans le monde du travail, que ce soit à l'échelle provinciale, nationale ou internationale. Au Québec, les exigences socio-professionnelles comprennent systématiquement la connaissance de cette langue. D'une part, l'anglais est présent dans les communications externes avec les autres provinces et pays, notamment avec les États-Unis qui y jouent un rôle majeur en tant que principal partenaire économique. Langue de cette grande puissance, l'anglais s'impose également dans tous les domaines liés à la technologie, la science, la grande consommation et la culture médiatique. D'autre part, cette langue existe dans les communications internes au milieu social et professionnel, surtout lorsque l'on prend en considération le pouvoir socio-économique des anglophones. Dans la zone urbaine de Montréal, par exemple, le Canadien francophone avait un revenu de 35% inférieur à celui d'un anglophone en 1965. Aujourd'hui encore, les francophones unilingues sont derrière les autres groupes linguistiques. Certes, les francophones bilingues présentent les meilleurs revenus, mais ils sont suivis de près par les anglophones bilingues, puis par les anglophones unilingues. Autre particularité, le bilinguisme est plus fréquent chez les anglophones 70% et allophones 61% que chez les francophones 60%. Ceci peut être expliqué par la sous-représentation numérique des anglophones au Québec. Étant minoritaires, ils doivent effectivement acquérir la langue de la majorité afin de s'intégrer à la vie sociale de la province. La part signifiante du français en tant que langue d'usage a été soulignée, ce qui implique également son importance sociale. Les exigences professionnelles et sociales expliquent donc le choix de plus en plus fréquent du bilinguisme français-anglais. La mise en vigueur de la politique linguistique de 1977 peut également justifier l'importance du nombre de bilingues anglophones et allophones. Cette législation sera présentée de manière plus détaillée dans le chapitre suivant. Néanmoins, le bilinguisme était largement plus fréquent chez les francophones avant les années 70.
Outre le facteur politique, qu'en est-il du pouvoir d'attraction de la langue ? La part de l'affectif serait évidemment difficile à saisir étant donné sa dimension subjective. Il n'en demeure pas moins, vu l'importance des moyens de communication actuels, que la promotion médiatique d'une langue permet la diffusion de l'image de celle-ci. Une certaine force d'attraction est ainsi assurée. Au sein du contexte québécois, où francophones, anglophones et allophones cohabitent, la cohésion générale doit alors être garantie dans les situations de communication qui mettent en relation toutes ces communautés. Une seule langue peut-elle assumer ce rôle ? 2.2. Le bilinguisme, qualité plébiscitée mais nuancée. Dans l'environnement plurilingue québécois, le choix d'une langue véhiculaire paraît désormais essentiel. Or, selon les situations de communication, les chiffres révèlent plutôt la coexistence des deux langues principales plutôt que celle d'une langue unique. De manière générale, le choix linguistique ne peut donc être réduit à trancher entre les deux langues principales. En fait, la connaissance des deux langues est nécessaire afin de s'intégrer pleinement dans la vie sociale et professionnelle, particulièrement à Montréal. La valeur du français est essentiellement liée à l'usage privé, tandis que l'anglais se réserve la priorité dans la vie professionnelle, faisant de l'aptitude au bilinguisme français-anglais une nécessité. De plus, le phénomène est de plus en plus populaire puisque les jeunes et la population active sont ses premiers représentants. Toutefois, le groupe majoritaire des francophones conteste la qualification du bilinguisme en tant que critère d'embauche. En fait, les deux langues principales incarnent des entités différentes. D'un côté, les francophones natifs attribuent à leur langue maternelle une forte valeur symbolique liée à leur histoire ainsi qu'à leur culture. Il convient ensuite d'évaluer dans quelle mesure ce trait peut se vérifier auprès de jeunes locuteurs. D'un autre côté, l'anglais incarne plutôt la modernité et le pragmatisme. Une volonté de plus en plus généralisée de concilier les deux est reflétée par la popularité du bilinguisme. Cependant, les chiffres sur le bilinguisme doivent être considérés avec précaution. La diversité des niveaux de langue et la difficulté de les mesurer soulignent à quel point il s'agit d'une notion relative. Les résultats des sondages peuvent tout de même marquer des changements importants, comme le nombre croissant de bilingues de manière générale. Outre la difficulté technique de la mesure, la définition même de bilingue varie selon la représentation de chacun. Souvent, la simple connaissance d'une langue peut être extrapolée sous le terme de bilinguisme. Notons ainsi que l'organisme Recensement Canada attribue cette notion aux personnes qui se disent capables de soutenir une conversation dans la langue en question, donc elles n'en possèdent pas forcément une maîtrise fonctionnelle. Une telle connaissance de la langue est certes pratique dans la vie sociale, mais est toutefois limitée dans le milieu professionnel. Cette distinction entre vie privée et vie publique soulève la question des habitudes en ce qui concerne les langues d'usage. 2.3. Les transferts linguistiques. Lorsqu'il est question d'acquérir une deuxième langue au Québec, francophones et anglophones font souvent l'adjonction des deux langues principales. Ce qui signifie qu'ils ne changent pas de langue maternelle, mais plutôt de langue d'usage en fonction de la situation de communication. Cependant, il n'en est pas de même pour les immigrants allophones dont la langue maternelle est souvent liée à un emploi restreint. En effet, seules quelques communautés sont suffisamment peuplées pour jouir d'une vie sociale et culturelle en langue maternelle dans la province. À l'inverse, la majorité d'entre elles opèrent progressivement à une rupture totale par rapport à leur première langue, un phénomène qui a souvent lieu d'une génération à l'autre. Ceux qui effectuent un changement de langue d'usage reflètent ce qui peut être qualifié de transfert linguistique. Il s'agit du transfert d'une langue maternelle vers une autre langue qui devient alors la principale langue d'usage. Le démographe Charles Castonguay différencie deux sortes de transferts. D'un côté, il est question de transfert complet lorsque la langue maternelle cesse d'être la langue la plus souvent utilisée à la maison. De l'autre, il y a transfert partiel lorsque la langue maternelle continue à être utilisée avec une autre langue à la maison. L'adjonction d'une langue maternelle minoritaire avec le français et l'anglais représenterait l'idéal linguistique concernant un allophone. En réalité, la coexistence de ces trois langues comme langue parlée à la maison ne se produit que pour 0,15% d'entre eux. Il est vrai que la plupart des allophones optent plutôt pour l'anglais lorsqu'il s'agit de changer de langue d'usage. De plus,
Cette tendance semble généralisée dans les transferts linguistiques, indifféremment de la langue maternelle. Au recensement de 1986, environ 61% des transferts qui ont eu lieu au Québec étaient des transferts complets et la majorité d'entre eux, 60%, s'est effectivement fait en faveur de l'anglais. Ce qui se traduit par une perte de locuteurs pour le français. Les caractéristiques de cette langue chez les allophones s'avèrent alors pertinentes en tant que données complémentaires. 3. Le français, langue étrangère. Par définition, les immigrants et les peuples autochtones se situent dans des positions totalement opposées, voire antonymes. Pourtant, ils se retrouvent dans la même situation face à l'intégration dans la vie québécoise, d'où plusieurs interrogations. D'abord, leur intégration linguistique doit-elle avant tout se faire par le biais de la langue française ? En outre, quelle est la place respective du français chez les immigrants et les autochtones ? Enfin, comment leur intégration linguistique peut-elle être qualifiée ? 3.1. Les immigrants. Depuis le milieu des années 80 au Québec, la population immigrée est plus souvent allophone. Parmi les langues maternelles des nouveaux arrivants, l'importante diversité recensée a été citée. En ce qui a trait à la langue seconde, leur connaissance du français est apparemment plus fréquente que celle de l'anglais. Il s'agit d'une nouvelle tendance par rapport aux immigrants arrivés avant 1976, puisque ce sont les jeunes de moins de 15 ans qui connaissent plus souvent le français plutôt que l'anglais. L'écart est tout de même minime. En 1991, seulement 2 points séparent le pourcentage d'immigrants qui connaissent le français de ceux qui connaissent l'anglais. Par ailleurs, cela met l'emphase sur les conditions qui réglementent la scolarisation en anglais au Québec, un point qui sera abordé plus loin. Le point le plus signifiant demeure tout de même le nombre d'immigrants qui disent connaître à la fois l'anglais et le français. Pendant les principales périodes d'immigration, il s'agit du cas le plus fréquent quant aux connaissances linguistiques des immigrants québécois, sans distinction entre allophones, francophones ou anglophones. Ces derniers représentent la part principale de l'ancienne immigration qui date d'avant 1976. Néanmoins, le français ne détient pas une place prédominante auprès des immigrants, dont 25% le parlent à la maison. Ce sont plutôt les langues minoritaires qui figurent comme première langue d'usage privé. En fait, 50% d'entre eux disent effectuer ce choix, une tendance à la hausse avec la diversification des pays d'origine. Parmi ceux qui abandonnent leur langue maternelle, il a déjà été mentionné que le transfert linguistique se fait vers l'anglais dans 60% des cas. Or, l'anglais favorise-t-il davantage l'intégration des immigrants dans leur nouvelle société ? La question de l'insertion sociale touche tout autant les peuples autochtones au Québec. 3.2. Les Premières Nations. La population autochtone forme une partie intégrante de la composition démographique et linguistique du Québec. Or, elle est rarement prise en compte lorsque les questions sur le français y sont abordées. Plusieurs justifications sont possibles. Premièrement, ces problèmes sont essentiellement attribués aux relations entre l'anglais et le français. Deuxièmement, étant donné sa faiblesse démographique et économique, cette population constitue un groupe à part. Finalement, il s'agit d'une composante complexe et difficile à saisir. Très peu de données sont fournies sur les peuples autochtones de par leur statut particulier, ou à cause des difficultés de recensement. Néanmoins, les 2 premières langues autochtones au Canada sont le cri et l'inuktitut. En 1996, on dénombrait 10 730 locuteurs du cri langue maternelle et 7 685 de l'inuktitut au Québec. Ce qui représente respectivement 0,15% et 0,12% de la population québécoise. Au total, le nombre de locuteurs de langues autochtones au Québec se situe aux alentours de 25 000. Ils sont répartis dans une cinquantaine d'agglomérations de la province, la dispersion géographique et la faiblesse numérique rendant les peuples et les langues encore plus vulnérables. L'apprentissage du français ou de l'anglais s'avère véritablement indispensable à l'intégration dans la société québécoise, à commencer par la scolarisation des enfants. Il faut également prendre en compte les langues autochtones, mais au Québec, il n'existe que 2 commissions scolaires assurant l'une d'entre elles comme langue d'enseignement. D'après le gouvernement, les obstacles principaux sont l'absence d'une norme linguistique autochtone et d'une terminologie appropriée aux diverses matières. Par ailleurs, la situation professionnelle des peuples autochtones se réduit souvent à l'assistance sociale.
Ainsi, leur intégration dans la vie québécoise est sensiblement liée à des conflits culturels et linguistiques. Les peuples autochtones se retrouvent donc au centre de dilemmes importants et délicats. Face aux exigences linguistiques de leur environnement, ils optent généralement pour le bilinguisme entre leur langue maternelle et le français ou l'anglais. Tel qu'évoqué auparavant, il s'agit de l'adjonction de l'anglais dans la majeure partie des cas. Ainsi, l'anglais est préféré au français parmi les allophones. Qu'implique une telle inclination linguistique quant à leur insertion sociale ? 3.3. L'intégration linguistique. Face à la concurrence de l'anglais, la connaissance du français est favorisée en tant que critère de sélection pour l'admission des immigrants au Québec. Il faut noter qu'il s'agit d'immigrants indépendants, excluant les réfugiés et les personnes admises dans le cadre de la politique de regroupement des familles. Depuis 1991, le gouvernement fédéral confie la responsabilité de l'immigration au gouvernement du Québec. Une grille de sélection a donc été établie afin de favoriser les candidats francophones. Par exemple, des points sont accordés aux personnes qui déclarent connaître le français. En réalité, ce principe ne peut être rigoureusement appliqué puisque seulement 40% des dossiers sont contrôlés. Le déséquilibre entre les francophones et les autres locuteurs paraît d'emblée inévitable. Les anglophones jouissent d'un réseau de services développé qui, au même titre que les services francophones, est subventionné par l'État. Les dispositions sociales et professionnelles, secondées par une importante promotion linguistique, exercent une influence considérable sur la société québécoise, notamment à Montréal où plus de 90% des immigrants se sont installés. Leur intégration linguistique devient alors intrinsèquement liée à la connaissance de l'anglais. Quant aux immigrants qui étaient déjà familiers avec le français avant leur arrivée au Québec, deux cas de figure peuvent présenter des obstacles à leur intégration dans la communauté francophone québécoise. D'abord, parmi ceux qui n'ont qu'une connaissance relative du français, leur souhait de se perfectionner est parfois freiné par l'idée reçue quant à la complexité, notamment grammaticale, de la langue française. Une généralité dont souffre beaucoup le français dans la quête de nouveaux locuteurs, sans omettre l'aspect utilitaire de la langue qui positionne souvent l'anglais en tête. En outre, parmi les immigrants francophones qui avaient auparavant la norme métropolitaine comme seule référence linguistique, certains peuvent montrer des réticences quant à l'assimilation de la variété québécoise. Tous ces facteurs peuvent expliquer la position autoritaire de l'anglais au Québec. L'intégration linguistique des immigrants reflète plusieurs tendances mais en majorité, elle se fait davantage en anglais. En ce qui a trait aux peuples autochtones, le bilinguisme joignant la langue maternelle à l'anglais a déjà été relevé comme étant leur choix linguistique par excellence. Cependant, la transmission des langues maternelles n'est pas assurée. En 30 ans, la proportion des personnes qui déclarent être de langue maternelle autochtone est passée de 86% à 48% au Québec. De plus, le changement de langue maternelle entre deux générations se fait surtout au profit de l'anglais. La disparition des langues amérindiennes est évidemment une perte de l'ensemble du patrimoine canadien. L'adoption de mesures linguistiques et politiques adéquates est toutefois négligée. Les autorités provinciales semblent plutôt préoccupées par la lutte entre le français et l'anglais. La régression des langues amérindiennes se fait pourtant au profit de l'anglais, en renforçant le nombre de ses locuteurs, ce qui laisse entendre que leur intégration sociale ne dépend pas seulement de la langue. La notion de la recherche d'identité culturelle et personnelle entre en jeu. Par ailleurs, la juxtaposition d'appartenance à plusieurs communautés allophones soulève également une question sur les rapports sociaux. De ce fait, le domaine linguistique ne peut être dissocié du social. Point de conclusion. Portrait des EMOLINGUISTIQUE du Québec. La notion d'IDENTITE. Étant donné sa domination quantitative, la notion de l'identité linguistique est souvent associée à la communauté francophone au Québec. Or, cette classification paraît réductrice compte tenu de la diversité de la population québécoise. L'existence même des peuples autochtones à l'intérieur de la province rappelle à quel point il s'agit d'une notion complexe à traiter. En tenant compte des natifs francophones, des natifs anglophones, des natifs bilingues, des immigrants et des Premières Nations, la majorité numérique justifie-t-elle la qualification du Québec seulement en tant que francophone ?
Certes, l'identité linguistique unique convient dans le but de refléter une forme de cohésion dans la théorie. Cependant, l'étude des faits réels remet en cause la domination de la langue française. Cette supériorité est nuancée, d'autant plus que la base est fragilisée par l'évolution de la population. Composée d'une démographie diversifiée sur le plan linguistique et ethnique, le Québec semble donc être à la recherche d'une nouvelle identité personnelle. D'une part, la seule étiquette de communauté plurilingue ou pluriethnique ne lui est pas propre et d'autre part, celle-ci ne peut suffire à la définir. Ce qui soulève l'interrogation sur les caractéristiques qui distinguent vraiment la communauté québécoise. Comment son unicité peut-elle être présentée? L'INDIVIDUALITE du Québec au Canada. Au Canada, l'aspect politique peut marquer l'autonomie des provinces avec l'existence des gouvernements provinciaux. Bien que des lois communes existent, le Québec possède également sa propre législation. Le Code de la route, par exemple, diffère de celui de l'Ontario, la province voisine. Or, la question identitaire n'est guère plus simple sous l'angle politique. Une fois de plus, le Québec est au centre d'une polémique. Le dernier référendum, 1995, place la population face au dilemme explicite entre devenir un État indépendant ou demeurer une province canadienne. Les résultats, 50,56% de oui et 49,44% de non, confirment bien cette oscillation identitaire auprès des citoyens. Face à cette divergence générale, la volonté politique se doit donc de paraître cohésive et ferme, notamment à travers les lois linguistiques. Ainsi, fondements et principes devront veiller au traitement égal des différents groupes politiques, ethniques et culturels tout en affichant une homogénéité. Une réalité synonyme de diversite. Le portrait démolinguistique du Québec révèle donc une diversité de composants avec un poids démographique plus important des Québécois francophones. La coexistence des différentes communautés est à la fois une source de force et de faiblesse. Par conséquent, la question identitaire reste un lieu d'ambivalence et de contradiction tant sur le plan de la population, de la langue et de la culture que sur le plan politique. Le Québec est toujours une province canadienne malgré la volonté des francophones, dont 60% avaient voté en faveur de l'indépendance en 1995. La réalité présente bien une situation hybride. Quant à la théorie, en l'occurrence d'ordre politique, comment peut-elle être synonyme d'uniformité? Chapitre 2. Langue et politique. 1. Le statut des langues. Compte tenu de plusieurs facteurs, notamment le pouvoir d'attraction de l'anglais, le gouvernement du Québec a jugé nécessaire d'intervenir dans le domaine linguistique. Quels en sont les principes? Bien que difficile à déterminer de manière précise, il serait également intéressant d'étudier la portée des mesures en question. Cette opposition entre principe et pratique introduit enfin la notion de normes linguistiques. Sur le plan fédéral, les langues officielles sont l'anglais et le français depuis 1982. La liberté linguistique des provinces est donc soumise au bilinguisme national. Ainsi, l'usage des deux langues doit se refléter dans les contextes officiels. Cependant, ce bilinguisme constitutionnel ne régit aucune obligation vis-à-vis des provinces canadiennes quant à l'attribution du statut de langues officielles à l'intérieur de leur territoire. Quel statut le gouvernement québécois accorde-t-il au français et à l'anglais? Également, comment sont prises en compte les langues minoritaires? 1.1. Le français. Bien que le Canada soit officiellement bilingue anglais-français, seuls le Nouveau-Brunswick et l'Ontario accordent à ces deux langues un statut égal. Il n'en est pas de même au Québec, où l'idée d'une interdépendance entre le développement de la langue française et le soutien législatif est apparue suite au constat sur sa position minoritaire, que ce soit au Canada ou en Amérique du Nord. En 1968, les autorités québécoises créent en fait une commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques. Les travaux aboutissent à la formulation de nombreuses recommandations, à l'intention du gouvernement. L'étude de la concurrence entre le français et l'anglais a notamment suscité la nécessité d'une protection législative du français. Ainsi, seul le français jouit du statut de langue officielle au Québec depuis une première loi datant de 1974. Robert Bourassa, chef du gouvernement à l'époque,
justifie la décision législative en déclarant « La langue française constitue un patrimoine national que l'État a le devoir de tout mettre en œuvre pour en assurer la prééminence et pour favoriser l'épanouissement et la qualité. » Communément appelée la loi 22, elle est surtout incitative. La volonté d'instituer le français en tant que langue du Québec est renforcée par la loi 101. Entrée en vigueur en août 1977, la Charte de la langue française regroupe un arsenal de mesures coercitives. Elle est l'objet de vives objections ou de nombreuses critiques. Celles-ci ont parfois provoqué des modifications à la Charte. Les principaux points litigieux concernent l'affichage public, la surveillance de l'application de la législation linguistique, la tendance au bilinguisme institutionnel, l'accès à l'école de langue anglaise, la législation face à la justice. Face aux mesures contestées, des plaintes ont été jusqu'à être présentées devant les tribunaux. Les commerçants anglophones, par exemple, contestent l'unicité de la langue française dans l'affichage public et la publicité commerciale avec comme argument de base le droit à la liberté d'expression. La Charte doit aussi faire face à plusieurs groupes de pression et malgré les changements qui ont déjà eu lieu, certaines mesures demeurent imparfaites à leurs yeux. Contrairement aux modifications internes, le principe demeure toutefois la protection de la langue française, notamment vis-à-vis de l'anglais. Dans ce sens, les lois visent toujours à favoriser son utilisation au sein de la population québécoise. Il en résulte un double objectif de protection et de développement. Fondamentalement, l'idée est d'assurer l'existence de la culture et de la langue française au Québec. Le maintien des relations avec les autres communautés francophones est également une constante, d'où la notion de solidarité. Dans tous les cas, les points litigieux actuels présentent le conflit entre le français et l'anglais à l'épicentre. L'anglais représente effectivement le principal obstacle dans la promotion de la langue française au Québec. Pour leur part, les anglophones revendiquent leur liberté fondamentale. Dès lors apparaît une question qui touche autant les autres minorités linguistiques. Comment la loi prend-elle en compte leurs droits sans impliquer de discrimination ? 1.2. L'anglais. Théoriquement, la législation québécoise permet à la communauté anglophone de jouir de la même qualité de vie que les francophones. Les établissements culturels ou religieux sont maintenus au même titre que les institutions de la majorité francophone. Un système d'éducation anglophone complet de la maternelle à l'université est donc subventionné par l'État. Une loi contrôle cependant l'accès aux écoles de langue anglaise avec l'existence de conditions d'admissibilité, favorisant l'insertion scolaire du plus grand nombre d'élèves possible au sein du milieu francophone. En fait, l'école anglophone n'est autorisée qu'aux enfants de la minorité anglophone depuis 1974. Seuls certains immigrants allophones y sont admis, dans le cas contraire, la scolarisation se fait systématiquement en français. Cette obligation doit évidemment faire face aux contestations des anglophones désireux d'attirer plus de personnes dans leur communauté linguistique. Parallèlement, dans l'optique du Canada bilingue, les allophones protestent et condamnent la violation de la liberté de choisir leur langue d'enseignement. En contrepartie, l'usage de l'anglais dans les communications privées ainsi que dans la gestion des municipalités à majorité anglophone est libre. Les services administratifs et hospitaliers sont également assurés en anglais par les organismes de la fonction publique. En outre, l'anglais en tant que langue de travail peut être généralisé dans certaines entreprises. L'intensification de l'utilisation professionnelle de l'anglais suit le développement de la mondialisation des marchés. Néanmoins, la loi québécoise tente de contrôler l'essor de l'anglais dans la vie sociale et de faire face à sa force d'attraction. Par conséquent, la législation linguistique positionne l'anglais sur la même échelle que toutes les langues minoritaires au Québec. Ces groupes linguistiques allophones sont pourtant éclatés en une multitude de communautés différentes, chacune jouissant d'un pouvoir différent. Voyons quelles sont les dispositions constitutives de ces langues. 1.3. Les langues minoritaires. Au même titre que l'anglais, les langues non officielles sont donc libres d'usage dans les communications privées. Ce droit paraît sous le principe de l'épanouissement des minorités culturelles, qui stipule que les communautés en question ont un droit égal d'utiliser leur langue dans toutes les activités propres à leur culture. De plus,
La loi permet l'usage de la langue d'origine dans les activités des commerces à incidence culturelle. Dans la région de Montréal, il existe ainsi une chaîne de télévision locale entièrement consacrée aux minorités ethniques. Toutefois, seules les communautés qui remplissent certaines conditions démographiques et économiques peuvent en bénéficier. L'enseignement des langues maternelles minoritaires peut aussi être intégré au système scolaire régulier, lorsque le nombre d'enfants permet d'en justifier la demande. La population immigrante représente certainement un intérêt pour les communautés francophones et anglophones, toutes deux souhaitant intégrer les nouveaux arrivants à leur groupe linguistique. Ce qui permet de renforcer leur effectif scolaire et donc leur potentiel professionnel. Conséquemment, il paraît logique que la politique de la promotion de la langue française puisse rencontrer l'unanimité auprès des francophones. En ce qui a trait au contexte formel, les langues non officielles sont souvent prises en compte. Les documents publics, surtout ceux à titre informatif ou commercial, incluent souvent des traductions en plusieurs langues. Enfin, la loi se doit d'assurer la promotion du français auprès des immigrants tout en respectant la diversité culturelle, y compris les Premières Nations. Pourtant, la législation ne peut offrir à cette communauté un certain nombre de services étant donné ses particularités. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.